vendredi. Mais néanmoins, on a un programme au moins aussi intéressant qu'hier, donc on va le dérouler pour vous. Donc ce matin, on va avoir toujours sur la thématique de la valeur du vin, un focus beaucoup plus sur la production, sur les vignerons et la valeur des différents produits qu'ils mettent en marché. Et puis je vais laisser un petit mot, juste pour vous dire bonjour, de Olivier Lapial, qui est donc le directeur de Bordeaux Sciences Agro, comme je vous l'ai dit hier, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu, et qui nous accueille ici. Voilà. Et après, on attaque directement avec Samuel, qui vient de Hongrie. Ça va être très très court pour vous dire effectivement, alors je ne sais pas si tout le monde était là hier, effectivement, donc je n'ai pas pu au dernier moment me joindre à vous, mais c'est un plaisir, et je crois qu'hier, il y a Pierre Larrier, qui est le directeur du bûcher, pour le coup, qui nous a accueillis pour vous expliquer sans doute, alors je ne sais pas quelle a été la teneur de ces propos, mais vous dire que effectivement le cœur de ce thème de colloque nous intéresse particulièrement dans la mesure où ce château, qui est un château d'un établissement public, est quand même un château qui fonctionne, qui relève d'un modèle économique tout à fait classique, sur lequel des questionnements sur effectivement la valeur du vin, la commercialisation, la place du vin dans la société, la place du vin effectivement dans les enjeux commerciaux, sociaux, etc., est quelque chose de très important. On a besoin de s'en nourrir, c'est un modèle. On veut faire de ce château un modèle. Je pense que Pierre a dû vous expliquer peut-être tout ce qu'on y fait dans ce château. Mais voilà, donc c'est quelque chose d'important. Fabrice nous accompagne depuis quelques années sur les aspects commerciaux et on n'a absolument pas à le regretter. Donc c'est pour ça qu'on lui a fait toute confiance quand il nous a donné l'idée, effectivement, quand il a eu l'idée d'organiser ici cette manifestation. Et donc je suis persuadé qu'en termes de contenu et d'intérêt, vous allez vous allez y retrouver tout ce que vous attendez. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je ne vais pas rester très longtemps parmi vous, malheureusement, parce que le programme est très intéressant, mais voilà, je ne pourrai pas rester. Mais je vous souhaite une bonne séance de travail. Voilà. Je ne sais pas si... On va récupérer l'utilité. Rien de mieux pour introduire un vigneron qui vient de loin qu'un petit film. Donc on va vous montrer ça. Alors bonjour, je suis Samuel Tignan. Donc je suis français installé à Tokai depuis 27 000 ans.
j'étais un des premiers au moment du changement à aller là-bas pour travailler pour des Anglais au départ. Et la raison de ma présence ici, c'est une collaboration avec Fabrice aussi, qui est assez fructueuse, parce que en étant à Tokai, on est un peu loin des marchés du monde, et à la fois on attire des gens du monde entier qui sont intéressés par ce côté assez extraordinaire. Donc par rapport à mon intervention, j'ai pas vraiment ni de recettes ni d'explications, c'est plutôt retracer un vécu et essayer à la question de la valeur du vin, ça a été plutôt essayer de voir quelles sont les valeurs que l'on peut trouver à Tokai et qui nous donnent de l'ambition pour aller plus loin. Le film que vous avez vu, c'était fait par la confrérie, une confrérie qui date de 1987 et qui a été régénérée à partir de 2012. On organise une vente aux enchères qui a eu lieu donc, il y a 15 jours. Et dans l'idée de valorisation, l'idée c'est de se faire reconnaître sur le marché, j'allais dire, international avec des produits de grande qualité, avec des valeurs correspondantes. Et donc le meilleur résultat qu'on a obtenu, c'était un millésime 1963 qui est assez bien vendu avec une valorisation par bouteille à 460 €. Donc pour valoriser quelque chose d'Europe centrale, on est assez content. Maintenant, c'est loin d'être simple parce que on n'est pas un grand paquebot, on est avec des raisins et des vins très difficiles à produire et on est dans un monde qui change beaucoup. Les idées et stratégies de Tokai il y a 25 ans, quand on a fait la privatisation, aujourd'hui doivent être complètement revues, puisqu'on était parti sur une compréhension de Tokai, c'est du pour eux. Donc pour présenter un petit peu la région, donc on est situé au nord-est de la Hongrie, à la limite de la Slovaquie, de l'Ukraine et de la Roumanie, 250 km de Budapest. Maintenant c'est à peu près 2h30 de route, et l'autoroute, donc c'est pas mal. 5000 hectares. Les cépages, en fait, là je vous en ai mis 4, mais en fait il y en a 3 principaux, donc le Furmid, le Archavaleux et le Michelin Lunel, qui font 99% de l'appellation. Et on a remis dans l'appellation des vieux cépages. Mais c'est anecdotique au niveau plantation, il n'y a pas vraiment d'objectif de les développer, c'était surtout de ne pas les oublier et de ne pas les interdire surtout. Et aujourd'hui, donc 2018, après 26 ou 27 récoltes, on assume l'image. Tokai, c'est des vins secs et des vins corps. Des vins secs non botrytisés. Donc là, on rentre plutôt dans la lecture du Brunner Veltliner d'Autriche. Des vins secs, assez sur l'acidité et assez frais à consommation rapide. Ensuite, comment dire, on peut rentrer un peu dans le détail des valeurs de Tokai. L'historique de Tokai, on revendique la plus vieille appellation d'origine d'Europe, avec un décret royal de 1737. Donc on est à peu près aux équivalents de Porto, mais pas du tout sur les mêmes lectures. C'est-à-dire qu'à Porto, ils ont une lecture qui est une lecture du cru et en passant la borne, alors que nous, on a délimité une frontière extérieure à la région de 27 communes, et seulement le produit de ces 27 communes peuvent être avec l'appellation Tokai. Donc là, c'était un peu précurseur. Après, au niveau de la région et de tout ce qui peut être fait en valorisation, c'est toujours dépendant de la situation du pays. C'est assez facile à comprendre. Si on a un système étatique communiste en barter avec l'Union soviétique, les valorisations sont assez difficiles. Donc on se retrouve avec un patrimoine historique d'un vignoble de l'ancien monde, on va dire, et une dynamique quasiment du nouveau monde qui s'est réalisée en plusieurs étapes, puisque comment dire,
90-91 de la perte de marché dimensionnétique. Privatisation faite principalement à des Français et des Bordelais. Donc on retrouve des acteurs traditionnels comme AXA. Aujourd'hui on a aussi la famille Rédier qui est producteur là-bas. On a aussi Roland Laborde. Donc des gens qui ont été attirés il y a 25 ans. Mais cette vague est assez ancienne en fait. Et depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans, on a maintenant beaucoup de gens qui viennent depuis Budapest, des néo-ruraux, et qui viennent attirés par la nature, le foncier, toujours l'aura de Tokai, qui est toujours qui est assez stable en fait, et avec des visions qui sont complètement différentes, et qui ne sont pas du tout basées sur des rigoureux, mais plus basées sur une production d'authenticité, et des vins non botrytisés à circuit court, et qui sont basés sur une origine de parcelle. Donc cette lecture territoriale de cru, elle est très ancienne à Tokai, et à la fois on ne retrouve pas de traces. Pardon, je crois qu'il faut poser une question. On trouve cette classification de cru qui remonte assez loin. Donc aujourd'hui on a 418 noms de crus répertoriés. Je ne dis pas classés parce que les classifications n'ont jamais été une classification d'État. Et aujourd'hui on est plus sur travailler sur ce qu'on dit en anglais le single vineyard pour arriver à faire des différences au niveau de la dégustation, plus que de dire qu'on a du premier cru, deuxième cru, troisième cru. Parce que tout ce qui a été tenté depuis 25 ans sur la classification a plutôt eu un résultat de dispersion des vignerons plutôt que le contraire. Donc inévitablement, celui qui est classé en haut est content, celui qui est classé en bas est contre. Je crois que c'est assez... là, c'est un point commun avec toute la région, je crois. Tous les vignerons sont un peu humainement les mêmes. Par contre, la dégustation de cru, l'identification de cru et la médiatisation, parce que c'est quelque chose qui est complètement indissociable. Hein. Si on comprend l'appellation d'origine comme quelque chose qui est à identification géographique, là, je reviens d'un voyage dans le Wachau avec le village où je suis installé, avec des gens du village, et pour arriver à leur faire comprendre qu'on ne vend pas que du Tokai, mais on vend un territoire qui est identifié et qui ne peut pas être en concurrence avec un autre territoire, parce que tout simplement il est différent. Là, c'est une démarche qui est, qui est assez longue, pour arriver à convaincre les acteurs que ça peut être intéressant. Et à la fois, il faut arriver à ce que ça se voit dans le verre. Et pour que ça se voit dans le verre, il faut avoir des approches œnologiques comparables. Et il faut aussi les apprendre. C'est en ça qu'on est un peu on est assez proche de l'Oregon dans notre travail. C'est-à-dire qu'on a un historique de cru, parce qu'il n'y a pas de création de cru à Tokai. C'est-à-dire que tout ce qui est classé aujourd'hui est très ancien. Par contre, il y a très peu de gens qui peuvent dire ce cru-là, il a ce goût-là. Parce que ça, c'est la première étape. Deuxième étape, mais qui se passe en fait en même temps, c'est que pour qu'il y ait une synergie de création de valeur, il faut qu'il y ait un attrait des vignerons à la base, un attrait du marché et des gens médiatiques qui vont faire aussi un attrait vers des gens qui ont des moyens pour pouvoir faire progresser la qualité. Alors, traditionnellement, le cru le plus valorisé de Tokai, c'est le Meseshmal. Le Meseshmal qui a été identifié et remis sur le marché grâce à Hugh Johnson et la Royale en 93-95. Mais c'est un cru qui a, qui au niveau du foncier et au niveau gustatif a quelques difficultés à se faire reconnaître. Un cru qui était classé premier, mais qui est vraiment le cru le plus connu de Tokai aujourd'hui, c'est le Saint-Amand.
Et au niveau de Saint-Amache, on a une spirale à la création de valeur qui est assez exceptionnelle. Tant au niveau de la demande que de la... Comment dire, c'est en train de devenir un peu le cru modèle. Et qui se construit, j'allais dire, d'une année sur l'autre, avec un travail à l'intérieur du cru. Que, si on regarde le cru, c'est donc une zone bien délimitée. Mais si on regarde les terroirs de Tokaj, on est sur des volcans, on est à peu près sur 150 volcans. Ils sont sortis de dessous la mer de Pannonie. Et donc on se retrouve avec une hétérogénéité du cru. C'est pas une... La limite, c'est... J'allais dire, on parle de cru. Cru en hongrois, ça n'existe pas, on parle de duleux. Et le duleux, c'est plutôt quelque chose qui est entre le cru et le lieu-dit. C'est-à-dire que c'était un nom d'usage pour parler d'une zone, pour que les gens puissent aller travailler telle ville, on va sur le Saint-Amache parce que c'est le Saint-Amache. Mais, comment dire, ce patrimoine géologique, on en avait une forme de conscience il y a 25 ans, mais là, on est vraiment en train de creuser, et plus on creuse, et plus c'est compliqué. On a eu une étude des terroirs faite il y a 3 ans, où on a combiné le carottage, les drones, les satellites. Les résultats nous dépassent au niveau de la complexité et de la compréhension. C'est-à-dire qu'au bon moment, on a trop d'informations qui devient trop détaillé, et tout le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec les gens de communication, avec les gens du commerce et avec les consommateurs, c'est d'arriver à comprendre quelle est l'identité des crus, en fait. Et comment on peut les comprendre, et sans oublier qu'à Tokaj, les steaks c'est une chose, les liquoreux c'est les grands vins. Donc il faut arriver à travailler sur les steaks pour comprendre plus vite, et après les exprimer en liquoreux. Et dans les liquoreux, on est sur des vins qui vivent très très longtemps. Là, si vous regardez par exemple un article de la RVF du mois de janvier-février, où on parle des différents styles, je pense que dans l'article de la RVF, c'est assez bien décrit. C'est une comparaison de millésime entre Disnoco, le domaine d'AXA, et mon domaine. Là, on digère à peu près les premières questions qu'on a eues il y a 25 ans. Puisqu'on a une dizaine, une quinzaine de millésimes qu'on peut essayer de comprendre avec des approches différentes. On en arrive à une conclusion qui est que le terroir de Tokaj et l'influence du terroir de Tokaj dépasse largement la compréhension des gens. C'est-à-dire que, pour résumer, pour faire simple, entre Disnoco qui a fait une technique plutôt occidentale, moi qui ai plutôt une approche œnologique plutôt très Tokaj, très fermentation pendant 2 ans, des choses beaucoup plus classiques et beaucoup plus originelles. En lisant ça sur 20 ans, le terroir de Tokaj passe sur les deux, et on peut dire que sur les millésimes 2000, 2003, 2005, le terroir est supérieur au choix que nous avons fait, au choix de style. Après, c'est clair qu'on voit quand même la différence, mais c'est pas 2 écoles différentes, on voit bien qu'on vient bien de la même région. Exprimé différemment il y a 20 ou 25 ans, l'équipe d'AXA a été un peu prise à partie en disant qu'il faisait un peu du sauterne à Tokaj, que c'était un apport de modernité trop fort pour la région, et que on perdait la typicité de Tokaj. Au bout de 25 ans, le domaine des Disnoco est complètement dans l'appellation. Donc pour revenir au cru et des questions de valorisation, on est parti pour quelque chose qui va être très très long, parce que c'est un accompagnement entre ce que le travail que l'on fait et la compréhension qu'il peut y avoir et la valorisation correspondante. Savoir qu'un cru de Tokaj aujourd'hui,
quand vous regardez les photos, pour revenir peut-être sur l'écran à soupe. Voilà. Donc, là, on est sur les surmis. Là, ben, là, on ne vendange pas. À partir de là, on va commencer à vendanger par morceaux de grappe. Et puis, ici et là, on vendange grain par grain. Et on fait à peu près 200 kilos de grains à l'hectare, quand il y en a. On considère qu'à 100 kg hectare, la récolte n'est pas rentable. Donc on va plutôt, s'il n'y a que 100 kg sur un hectare de ce type de raisin, en fait on va les vendanger comme ça. On va pas les séparer. Si on a espoir de vendanger de 100 kg, on vendange 10 kg par jour et par personne. Comment dire, là on est vraiment dans les extrêmes de la viticulture mondiale. Je crois qu'on est à peu près la seule région à faire ça dans le monde. La compréhension de l'œnologie, en fait, elle est plus orientale. On n'est pas une unification latine. On ne met pas les raisins dans les pressoirs pour faire du vin. On va rajouter du vin sur ces raisins-là pour obtenir le liquoreux. Donc là c'est un facteur de complexité assez fort où il y a une œnologie de Tokai, une œnologie du terroir de Tokai. Qui est stable quelque part parce que même si on a les steaks qui aujourd'hui viennent prendre une partie de la valorisation, sur le long terme on a une persistance de la production ici qui n'est pas en danger. Si vous regardez un peu les articles, il y a eu quelques articles en disant oui, Tokai laissait un peu tomber des liquoreux et partait sur des secs. Il y avait 5 ans, on ne voyait que ça, et toute cette partie, on considérait que c'était destiné à la Pologne et à la Russie, et que ce n'était pas valorisable. Là, c'était la vision de la privatisation. Aujourd'hui, ça rentre dans le classique, on ne laisse pas tomber. Par contre, au niveau des comptes d'entreprise, c'est très clair que ça, c'est ce qui fait tourner la boîte. Pour parler de ma gamme personnelle et de mon expérience personnelle, moi j'ai démarré en 2000 ma propre production en vendant en primeur, c'est-à-dire que j'ai vendu les vins avant de produire les raisins. Donc ça pour l'équilibre financier c'est plus simple. C'est tout simplement, si on se remet un peu en arrière, il me semble qu'en 99 il y avait des ventes en primeur de raisins en entre-deux-mers. En 99. Donc on était encore dans ce monde-là. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vendre des liquoreux en primeur avant les vendre. C'est clair que ce monde-là a changé. Maintenant, sur ma réalité après 18 millésimes de production propre, j'ai à peu près la moitié de ma production qui est faite à partir de ces raisins-là. Et le 2017 est quasiment tout vendu, parce que j'ai une lecture sur les secs qui consiste à dire que les valeurs du millésime précédent doivent être sur le compte en banque avant la récolte suivante. Ça c'est très clair, c'est une stratégie, je produis des secs pour être tranquille sur mes liquoreux. Donc c'est un outil de valorisation et puis de trésorerie. Et donc, il y a des gens à Tokai qui considèrent que c'est plutôt 18 mois à 2 ans. Chacun fait sa lecture comme il l'entend. Mais si on regarde sur le long terme, c'est vraiment la synergie où, en fait, en ayant mes résultats d'avant les vendanges, je peux décider du volume que je consacre à ça et de voir quelle est la proportion de risque que je garde pour cette production-là. Au niveau commercial, sur ces raisins-là, j'allais dire, pour ces raisins-là, actuellement, je vends le 2007. Pour ces raisins-là, je suis sur le 2008, et pour ceux-là, je suis sur le 2011. Ça vous donne une idée de la problématique de gestion de stock et de trésorerie de l'entreprise. Et donc ça c'est uniquement par question de catégorie. Donc on n'a pas parlé des crus. Si on est à l'intérieur de cette partie-là,
dans ma